C'est comment bien conserver ces aliments vivants. Alors en fait, c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, le temps va jouer contre le potentiel nutritif des aliments. Sur tout ce qui est transformé, moi, je vais vraiment inviter les personnes à essayer de faire du sous-vide. Et que des Clairement. fois, on se trompe un peu sur la maturité. Par exemple, une banane qui est jaune n'est pas mûre. Des fois, les personnes nous disent, bah oui, mais moi, j'achète des carottes et puis si jamais je les laisse pas au frigo, au bout de 4 jours, elles sont toutes noires, toutes molles. Donc là, en fait, c'est pas une question de conservation, c'est une question de qualité de l'aliment que vous achetez. Et si les légumes sont trop abîmés, le processus de lactofermentation se fera pas. Et quand on ouvre le pot. Donc, en fait, les amandes, si vous en achetez 3 kilos, ça va vous revenir moins cher qu'en acheter 300 grammes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous employez des oléagineux dedans, il va y avoir potentiellement du rancissement, quoi. Mais pour moi, je ferais vraiment pas l'impasse sur les laits. Parce que quand tu prends un lait du commerce, où il y a très peu, il y a beaucoup d'eau et beaucoup de sucre et très peu de et c'est noix. pasteurisé. Et c'est pasteurisé. Alors que quand tu fais ton lait toi, il y a beaucoup plus de noix, beaucoup plus de nutriments et c'est encore vivant. Attention, les erreurs à éviter lors de la conservation des aliments vivants. Tadadadam. Alors là, j'en ai listé 3. Quels sont les aliments vivants qui sont les plus difficiles à conserver et pourquoi? Bienvenue sur Rock and Roll, le podcast en mode vivant. Ici, on déconstruit les idées reçues et on vous montre que l'alimentation vivante n'est pas juste une tendance. C'est un mode de vie simple, accessible et rempli de bienfaits. Que vous soyez curieux, novice ou déjà convaincu, Rock and Roll est là pour vous inspirer, vous guider et surtout vous prouver que manger vivant, c'est fun, facile à intégrer dans son quotidien. Dans chaque épisode, retrouvez des conseils pratiques, des découvertes surprenantes et des astuces pour adopter une vie plus saine et sans prise de tête. Allez, c'est parti. Salut Eric. Salut Aurélie. Alors, on se retrouve pour le 6e épisode de Rock and Roll. Voilà, super. Et on va parler d'une thématique qui est très importante, qu'on met souvent un petit peu de côté. C'est comment bien conserver ces aliments vivants. Voilà. Oui, clairement. Et c'est important et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Pour nous, c'est très important parce que ça fait un peu partie de la filière de qualité qu'on propose. C'est-à-dire qu'on regarde comment les choses sont cultivées, comment ça se passe dans l'entreprise socialement, après comment c'est transporté et comment ça arrive chez les gens et surtout comment après eux les conservent. Et même il y a la transformation aussi, comment Exactement. c'est transformé soit chez le fournisseur, soit chez les personnes. Exactement. Mais après la transformation, en fait, il faut qu'on conserve correctement parce que. Voilà, d'une façon optimale pour être sûr Alors c'est pas pour le garder le plus longtemps possible, mais c'est plus pour garder les nutriments actifs le plus possible. Alors donc on va regarder les méthodes de conservation, les astuces pratiques et les erreurs à éviter. Facile. Voilà. Alors pourquoi c'est si important la conservation des aliments vivants? Alors en fait, c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, le temps va jouer contre le potentiel nutritif des aliments. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui viennent altérer. Il y a souvent l'oxygène. En fait, l'oxygène, c'est la vie, en fait, parce que c'est grâce à ça qu'on respire, qu'il y a toutes les réactions. Mais l'oxygène, ça provoque aussi de l'oxydation. Et donc, c'est important de pouvoir se protéger de l'oxygène quand on peut. Nous, tu veux dire dans les aliments? Les aliments, enfin, oui, excuse-moi, nous, pas nous, mais de pouvoir, protéger les aliments de l'oxygène quand on peut. Il y a la lumière aussi. Et puis, il y a les températures, en fait. Les températures altèrent aussi les aliments quand ils sont exposés à des variations trop importantes de température. On peut par exemple parler de nos cocos quand par exemple si nos cocos restent sur la même température, si la chaîne du froid n'est pas cassée, on peut les garder très très longtemps. Et à quoi on remarque que la chaîne du froid était cassée quand par exemple le conteneur était en mer, c'est que quand on les reçoit à la maison, par exemple au bout de 2 semaines, elles sont plus mangeables. Oui, tout à fait. Alors elles supportent sans aucun problème quelques jours à température ambiante, mais c'est vrai que on a eu des conteneurs avec le moteur qui était tombé en panne pendant 2 semaines sur le bateau. Et là, oui, c'était le fait de remonter en température et redescendre. C'est ça. Ouais. Donc, ça reste stable. OK. Et alors, donc, du coup, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous expliques un peu
les meilleures méthodes pour pour conserver les aliments vivants. Donc, je vais t'en donner plusieurs. Je vais te donner des catégories. Et d'après toi, tu vas me dire, Ouais. de par expérience et le côté un petit peu agronomique. Alors, les légumes et les fruits frais, qu'est-ce que tu conseilles? Les légumes et les fruits frais. Alors, faut savoir que les fruits, en fait, quand on les cueille, ils continuent à mûrir, en fait, parce qu'il y a tout simplement pour certains fruits, il y a des productions d'éthylène, de gaz, en fait, qui est un gaz qui favorise le mûrissement. Et donc, généralement, les fruits, on va quand même les garder à l'extérieur enfin, pas dans le frigo, quoi. Sauf nous, on est dans le Gard, là, on a des températures extrêmes en été, donc on les laisse pas dehors, on les laisse dans la maison où il y a une température modérée. Mais les fruits, on conseille plutôt pas de les mettre au frigo, quoi. C'est plutôt dans des chambres froides ou des pièces fraîches. Ouais, c'est ça, Ouais. mais pas, quand alors, ou après, ça peut être l'inverse, si on a besoin que les fruits mûrissent ou terminent leur maturation rapidement, là, on peut les laisser dehors, Au soleil. ou etc., quoi. Mais voilà, les fruits, c'est assez simple, on s'inspire de ce qui se passe dans la nature. Les légumes, c'est un peu différent, ils vont assez rapidement, Se vider de leur eau, non? plus Ouais, se rapidement, dessécher. se dessécher, changer un petit peu de texture, de forme et tout ça. Alors, il y a deux choses. Soit quand on parle des légumes comme ça, idéalement, c'est de les conserver au frigo. Et après, il y a les légumes qu'on transforme. Donc, par exemple, si on fait un pâté tournesol avec des carottes, voilà, là, on est déjà sur quelque chose de transformé. Sur tout ce qui est transformé, moi, je vais vraiment inviter les personnes à essayer de faire du sous-vide. Et donc, nous, on est ravis parce qu'on a un dispositif qui permet de mettre sous vide très facilement, qui est le Bocup. C'est un dispositif low-tech où on retire l'air de n'importe quel bocal de cuisine. Et on avait des personnes qui gardaient même leur salade comme ça, parce que les plus longtemps, gros, 3 semaines, des feuilles de salade. Ouais, clairement, parce que ou des demi-avocats aussi. Voilà, parce qu'on a le plus gros modèle du Bocup permet de mettre sous vide des gros bocaux, et donc là, on peut mettre, effectivement, on a vu des salades pendant 3 semaines pas bouger. Donc ça, c'est le principe de retirer l'oxygène, et il y a pas d'oxydation, quoi. Alors, je vais rajouter quelques points, en fait, parce que, quoi. voilà, donc pour les fruits frais, ce qui est important, c'est de les consommer à maturité. Oui. Et que des fois, on se trompe un peu sur la maturité. Par exemple, une banane qui est jaune n'est pas mûre. Il faut qu'elle commence à être piquée. Voilà, il faut qu'elle soit un peu piquée noire. Et en fait, à quoi on voit qu'elle est, plus en fait la peau est fine, une banane vraiment mûre, on pourrait l'ouvrir en deux et la manger à la cuillère. Plus la peau est fine, plus c'est mûr en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est important. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que avant de les consommer, c'est de remettre les corbeilles de fruits quelques moments au soleil, ou fait de mettre les fruits sur la table au début du repas quand on mange dehors, et comme ça se recharge en soleil. Et pourquoi pas sur les feuillages, tu sais, il y a certains magasins qui font ça, c'est de les réhydrater de temps en temps avec un petit peu en vaporisant de l'eau dessus. Ouais. Donc, tu as parlé du Bocup, super, parce que ça, c'est vraiment une façon de conserver qui est vraiment très chouette. Il y a l'intermédiaire entre le Bocup, il y a une autre façon qu'on utilise plutôt en voyage. Nous, c'est des espèces de petits sacs en toile. Nous, on garde les graines germées quand on voyage là-dedans, et c'est aussi c'est un petit peu ce qu'on appelle les sacs à lait. On peut aussi utiliser ça pour la conservation. Mais c'est pas dans les légumes et les fruits frais, c'est dans les catégories d'après ça. Oui, c'est dans les graines germées, mais il y a aussi en fait, c'est l'intermédiaire entre mettre dans un récipient sous vide et laisser à l'air libre, en fait. Mettre dans un petit sac quelques légumes, si on doit les transporter, ou même dans le frigo. Je pense que c'est chouette, parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a l'oxydation et il y a le fait qu'ils perdent de leur humidité. Donc, par exemple, les branches de céleri, elles perdent rapidement leur humidité si on les laisse pas dans un environnement un petit peu humide, et elles se décrépissent. Enfin, je sais pas comment on dit, décrépissent à peu près comme. Elles se dessèchent. Dessèchent, ouais. Donc voilà. Mais alors, pour revenir aux légumes, en fait, c'est quand on parle de ça, des fois, les personnes nous disent, bah oui, mais moi, j'achète des carottes, et puis si jamais je les laisse pas au frigo, au bout de 4 jours, elles sont toutes noires, toutes molles. Donc là, en fait, c'est pas une question de conservation, c'est une question de qualité de l'aliment que vous achetez. C'est souvent des légumes qui ont fait qui ont été cueillis verts, qui ont fait beaucoup de chambres froides. Et c'est ce qu'on parlait, c'était quand on casse la chaîne du froid. Donc c'est important d'avoir des légumes qui proviennent d'endroits où on sait qu'ils sont ils sont de bonne qualité, en fait. Donc de préférence bio, ou en agriculture raisonnée, ou très locale, si vous connaissez.
Ça pose aucun problème de stocker tout ce qu'on appelle les légumes racines, donc tout ce qui est patates douces, patates, carottes, enfin voilà. Après, pour tout ce qui est les choux, ça pose pas trop de problème non plus parce qu'on peut enlever les premières feuilles et on va un peu plus loin. Attention, quand on parle des modes de conservation, attention aux réflexes que j'ai eu pendant des années de se dire, OK, ben, mes légumes abîmés, je vais en faire des lactos, ou mes légumes abîmés, je vais en faire de la déshydratation. C'est pas forcément les meilleurs pour ça. Et si les légumes sont trop abîmés, ben, le processus de lactofermentation se fera pas. Et quand on ouvre le pot, rien qu'à l'odeur, on sent que c'est pourri et pas fermenté, oui, en fait. parce qu'en fait, quand tu commences à avoir des légumes qui se dégradent, en fait, il va y avoir une compétition entre les moisissures et ce qui provoque les pourritures, qui sont pas du tout les mêmes micro-organismes. Et si ton légume est un tant soit peu, un petit peu contaminé par de la pourriture, la compétition va aller en faveur de la pourriture. Et donc, alors là, c'est de la bombe puante, ambulante, c'est terrible, quoi. On a expérimenté pour vous. Vous n'avez pas besoin de le faire. Voilà, En particulier avec des pois chiches. Voilà. Je me rappelle Et alors pareil, donc les légumes racines, pour les garder, on peut les conserver longtemps. Par contre, c'est vrai que les légumes verts, autant les acheter. Tout ce qui est feuillage, qu'on consomme beaucoup en alimentation viande, autant, l'idéal, c'est avoir son jardin et les cueillir au fur et à mesure. Et sinon, c'est de renouveler le stock le plus souvent possible. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, la deuxième catégorie, sans transition, tu l'avais apporté. Donc, c'est les graines germées. Donc, c'est les meilleures méthodes pour conserver les aliments vivants. Deuxième catégorie, ce sont les graines germées. Alors, les graines germées, la meilleure méthode, c'est de les manger. Non, mais en fait, l'idée des graines germées, c'est d'en produire régulièrement. Alors, oui, forcément. En petite quantité. En petite quantité. Ce qui est notre cas, on en produit pas du tout. Petites pas quantités. du tout. Mais en tout cas, bon, ça nous arrive d'avoir une barquette qu'on finit pas, hein, quand même. On peut le dire, voire 2-3 barquettes qu'on finit pas. Mais en tout cas, oui, les graines germées se conservent au frigo. Alors, si vous pouvez le conserver, si c'est des graines germées qui viennent de l'Easygrain, vous mettez votre barquette au frigo. Là, il faut la manger en 2-3 jours. Et il y a une méthode de conservation qui est plus longue. C'est qu'en fait, dans les graines germées, ce qui va aller abîmer le lot de graines germées, ce ne sont pas les graines qui germent, c'est les tous les petits téguments, toutes les où s'il y a eu des poussières, tout ce qui n'est pas de la graine en fait. Donc, si vous souhaitez conserver de façon optimale vos graines germées, il faut absolument les rincer. Et le meilleur outil pour rincer vos graines germées, c'est le panier à salade, parce que les téguments, il y a une partie qui vont aller se déposer au fond du panier à salade, une partie qui va remonter à la surface. Et donc, en passant 2-3 fois comme ça au panier à salade, vous avez plus que les graines qui continuent à germer. Donc, dans ces cas-là, moi, je recommande là dans les sacs, les petits sacs en tissu, c'est très bien. Ou alors dans un récipient hermétique, et idéalement, vous pouvez encore le mettre sous vide. Là, ça va complètement stopper la germination. Mais l'idéal, c'est de pas les stocker. Les graines germées, mais essorées, en fait, quand tu disais rincer, mais bien essorées aussi. Oui, surtout bien essorées, sinon ça pourrit, ouais. Mais comme tu dis, normalement, on ne devrait pas les conserver, on devrait les manger au fur et à mesure. Donc, il faut bien gérer la production en amont. Voilà. Troisième catégorie, on va passer sur les noix et les graines. Alors, c'est pas graines germées. Quand noix et graines, les graines, c'est graines de tournesol, quinoa, toutes ces choses-là. Alors, notre façon de gérer les stocks, qui peut inspirer d'autres personnes, c'est pour ça que j'en parle, hein, c'est pas forcément l'idéal, mais nous, on achète plutôt en quantité moyenne. Les amandes, elles sont moins chères quand on en achète par 5 kilos, par exemple. Bon, je dis pas qu'on en a acheté par 25 kilos parce que... Non. Mais en fait, on va expliquer un peu le contexte, que les gens le sachent, c'est qu'en fait, dans une vie antérieure, tu as souffert de famine. Donc, il a tendance à beaucoup stocker tout ce qui est oléagineux. Donc, on va aller jusqu'au bout. C'est que pendant un temps, on avait 25 kilos qui étaient sous tous les canapés de la maison. Voilà. Donc, je pense qu'on avait fait le calcul. On était à peu près à 120 kilos. Non, mais tout confondu de toutes les noix qu'on avait, entre les amandes, les noix. Mais bon, tout le monde n'est pas obligé de faire comme ça. Non, c'est pas une bonne idée. Voilà, parce que c'est chiant et puis. Puis ça rancit surtout. Faut gérer. Voilà, donc ça attire les rongeurs. J'avais mis des sacs pour mettre les couettes sous vide. Voilà, c'est ça. Avec l'aspirateur. Voilà. Bon, bref, mais ça. Jamais à court d'idées. Voilà, ça existait. Donc en fait, les amandes, si vous en achetez 3 kilos, ça va vous revenir moins cher qu'en acheter 300 grammes. Et là, nous, ce qu'on a fait typiquement, c'est que là, les amandes, on les a stockées dans des bocaux en verre avec le Bocup. Et après, on les sort au fur et à mesure de nos besoins. Mais avant, ce qu'on a fait, c'est que quand on a acheté ces grosses quantités-là, on a mis toutes ces grosses quantités-là à tremper. Oui, alors on a fait, voilà. Alors Donc on les a déjà débarrassés du tanin, on les a déjà débarrassés
Alors, on a les deux. Je crois qu'on en a encore un peu de l'ancien stock qu'on n'a pas fait tremper, mais effectivement, on a passé un week-end à les faire germer. Donc, une bassine énormissime de je sais plus combien de kilos d'amandes qu'on a fait tremper pendant alors une nuit trempée, rincé 2 fois, germé 24 heures. Donc, en tout, ça a pris 48 heures à peu près. Et après, on les a déshydratées. Et ensuite, on les a mis en bocaux sous vide. Voilà, donc là, on a un énorme stock d'amandes activées. Donc, c'est-à-dire que c'est des amandes qui sont beaucoup plus digestes que les amandes non activées. C'est-à-dire que, voilà, enfin, je vais pas refaire l'histoire, mais voilà, les protéines sont déjà décomposées en Dans un acides autre aminés. épisode, on en parlera. Voilà, on en parlera. Mais en tout cas, les amandes activées, simplement, c'est qu'à un moment donné, on a passé du temps dessus. On n'a pas passé notre week-end à faire ça, mais on a passé du temps dessus. Mais après, on a des amandes activées pour plusieurs mois, quoi. Donc, activées et mises sous vide. Donc là, on a je sais pas combien de bocaux d'amandes activées qui sont prêtes. Et donc, quand le bocal est fini, on rouvre un nouveau qui a été conservé de façon optimale. Et là, les amandes, enfin, c'est simple à faire. Il faut avoir un déshydrateur et juste, voilà, s'organiser un petit peu différemment, quoi. Et on a fait ça aussi avec le sarrasin. Oui, le sarrasin, on a aussi du sarrasin exactement de la même façon. Le sarrasin, on l'achète par 3 kilos minimum. Et donc, on l'utilise pour faire nos crackers. Mais on a aussi mis du sarrasin germé, activé et mis sous vide. Voilà. Et je fais exprès de rajouter le thème du sarrasin parce que le sarrasin, en fait, il y a beaucoup de personnes qui le font cuire. Oui. Aussi, tu sais, ça fait une céréale. Le cochage, quoi. Pardon? Le cocha, c'est ça? Je sais pas comment ça s'appelle, mais moi, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Les enfants, ils aiment bien avec une bonne sauce, mais en fait, même si vous faites cuire, c'est important de faire tremper. Ah oui, tout à fait. Voilà, même les lentilles, enfin voilà, c'est vraiment important de les faire tremper. Alors après, il y a la dernière catégorie dont on voulait parler, c'était les algues séchées et les produits déshydratés. Comment les conserver au mieux? Parce que les retours qu'on a, pourquoi on aborde les produits déshydratés? Parce que souvent, nous, on a expliqué que par exemple, quand on fait des fonds de pizza crus ou des crackers, on les fait en grosse quantité. On fait la méthode batch cooking, quoi. On préfère le faire une bonne fois, se bloquer quelques heures et puis après on en a pour longtemps. Et on a eu beaucoup de retours de personnes qui nous ont dit, ah ben oui, mais moi, j'ai eu du coup des vers dedans ou ça sent bizarre parce que c'était pas vraiment bien déshydraté. Voilà, donc c'est quoi, qu'est-ce que les règles vraiment de conservation pour pouvoir garder, en sachant qu'un produit déshydraté, bien conservé, tu peux le garder jusqu'à 2 ans. Oui, sans aucun problème. Ouais. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous employez des oléagineux dedans, il va y avoir potentiellement du rancissement, quoi. Parce que les oléagineux se mettent à rancir à partir du moment où on a fait une préparation culinaire avec et qu'on le laisse exposer à l'oxygène à température ambiante. Donc, typiquement, nous, quand on fait des fonds de tarte crus, c'est congèle, moi. Ouais, congélateur. Ouais. Alors, des fonds de pizza crus, enfin, on essaie de le mettre au congélateur. Congélateur, et quand c'est fond de tarte, non, ça va, je le repasse pas au déshydrateur. Quand c'est des fonds de pizza crus, c'est conservation congélateur dans un sac hermétique. Voilà, et ensuite, quand je m'en sers, je la déshydrate 1 heure avant. 1 heure pour, voilà. Oui. Donc ça, c'est important. C'est dès que vous transformez, il faut réfléchir. Vous laissez pas ça à l'air libre, sinon vous pouvez attirer des mites ou effectivement des parasites. Ou alors ça peut, enfin voilà, si ça a été un tout petit peu mal déshydraté, ça peut éventuellement moisir, quoi. Donc ça, il faut faire attention. Et les algues séchées. Les algues séchées, voilà, les algues séchées, vous les gardez sous vide. Hein. Enfin, c'est anaérobie. Voilà, l'idéal en milieu. Pour bien garder les nutriments. Sans oxygène. Et moi, je dirais dans l'obscurité. Ouais. Dans des bocaux, mais obscurs. Le mieux, c'est les sacs, en fait. Oui. Les sacs, tu sais, comme nous, on les vend, en fait, des sacs. Vraiment garder les algues à l'abri de la lumière. Ouais. Parce que sinon, vous perdez tous les... on perd... et alors, la spiruline, n'en parlons pas, la spiruline, absolument la spiruline à l'abri de la lumière, sinon vous dégradez... spiruline, chlorelle, clamate. Vous dégradez la phycocyanine qui est dedans, donc voilà. Et j'ai une fois en magasin bio, il y avait un comptoir où il y avait je sais pas combien de kilos de spiruline et en fait on voyait la partie qu'on voyait dans le magasin était bleue, était plus verte parce que la phycocyanine avait été dégradée. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les épices. En fait, moi, pour reparler de cette histoire de conservation, on a tous des bocaux d'épices qui ont 4 ans dans nos tiroirs. Et en fait, ils ont été réduits en poudre. Et au bout de 4 ans d'exposition à l'oxygène, franchement, ils sont moins bons, quoi. Donc moi, les épices, tous ceux que je peux faire, sauf les mélanges. Par exemple, le curry, c'est un mélange de plusieurs épices, donc on peut pas faire ça. Enfin, ou alors il faut avoir des petites préparations à curry. Mais nous, on vend des épices entiers.
Et moi, j'ai un mini blender sur batterie là, et en fait, quand on a besoin des épices, on les réduit au moment de la recette en fait. Oui, c'est un peu comme les noix de muscade que tu mixes, enfin que Exactement. tu râpes au Ouais, ouais, dernier ouais, moment. voilà. Oui. Donc la cannelle notamment, les clous de girofle, la cardamome, tous ces épices là, nous on les réduit vraiment au dernier moment quoi. Donc si vous achetez des épices, alors ça vous fait un peu de travail supplémentaire, mais franchement votre recette elle va avoir beaucoup plus de goût avec un épice qui vient d'être broyé qu'avec un épice qui est dans votre tiroir en poudre depuis 4 ans et qui a été oxydé quoi. Et alors, je rajoute une catégorie, puisque toi, tu t'en as permis d'en rajouter une, je vais en rajouter une Ouais, aussi. Toi, tu as rajouté les épices, moi, je vais prendre les herbes ah aromatiques. oui, oui. Alors, les herbes aromatiques, ce qui est intéressant, c'est que suivant le mode de conservation, on peut s'en servir de différentes façons au niveau culinaire. Par exemple, du céleri qui est déshydraté, ça peut donner un Oui. côté salant supplémentaire à des soupes, à des salades. On appelle ça le sel de céleri d'ailleurs en alimentation Exactement. courante. Ouais. Et après, tu as tout ce qui est, voilà, les bouquets de persil, Mm. l'ortie, la coriandre et tout ça. Et en fait, il y en a qui sont super quand elles sont déshydratées en poudre, comme par exemple le persil, et il y en a d'autres en fait qui perdent vraiment vraiment leur saveur et qu'il vaut mieux garder. Donc là, dans ces cas-là, c'est on rince bien les bouquets comme une salade, Mm. on coupe en petits morceaux et on sèche vraiment et on met dans des sacs au congèle. Oui, tout à fait, oui. Et ça, voilà, c'est au dernier moment, on en met sur la salade et c'est assez bien. Ouais, donc là, je pense qu'on n'a rien oublié. Si on pourrait dire, alors je t'en parle parce que on a eu la question cette semaine sur les réseaux sociaux, les laits végétaux. Donc souvent, les personnes confondent le fait que le lait se déphase, c'est-à-dire qu'on a Ouais, en bas un petit peu une matière qui est un petit peu plus dense, un peu plus épaisse et blanche, et au-dessus quelque chose qui est plus laiteux et qui est un peu, tu sais, comme de l'eau ouais, turpine ouais, là. ouais, c'est un déphasage, ouais. Il y a Voilà, pas un de... déphasage, mais ça veut pas dire que le lait n'est pas bon. Clairement. Celui qui se déphase le plus, c'est le lait de souchet parce qu'il y a énormément d'anticoagulants dans le Ouais, souchet. ouais, il faut vraiment le lait de souchet, il faut Hein. le consommer Et rapidement. celui qui se déphase pas, c'est le lait de soja. Oui, C'est pour ouais, ça que ouais. c'est le plus répandu parce que c'est le plus facile à industrialiser. Mais les laits, c'est pareil en fait. Tu les conserves comment? Parce que moi, pendant une époque, tu vois, je les conservais comme ça à l'air libre dans le frigo. Mais maintenant, j'ai pris vraiment l'habitude de fermer la bouteille. Oui, oui, fermer la bouteille et idéalement, si on peut mettre sous vide aussi, mais voilà, les laits, c'est pareil. Les laits, on les fait au fur et à mesure. Mm. Enfin, et là, moi, En sachant qu'au niveau nutritif, c'est vraiment un aliment. Autant il y a des aliments pour moi que tu peux acheter parce que tu n'as pas le temps, tu vois, comme les algues séchées. Comme tu peux acheter, par exemple, sur notre site, tu peux acheter des amandes déjà activées. Comme ça t'évite tout le bazar et le processus. Mais pour moi, je ferai vraiment pas l'impasse sur les laits. ah, Parce que quand tu prends un lait du commerce où il y a très, très peu, il y a beaucoup d'eau et beaucoup de sucre et oui, très peu et de c'est noix, pasteurisé. et Enfin, c'est pasteurisé. Alors que quand tu fais ton lait toi, il y a beaucoup plus de noix, beaucoup plus de nutriments et clairement. c'est encore vivant, Et quoi. alors, l'idéal, là, c'est vous faites un lait d'amande avec des amandes activées que vous consommez dans les 3-4 jours derrière. Enfin, et puis, c'est pas compliqué, en fait. On croit toujours que c'est tout un bazar de se faire un lait végétal, mais vous pouvez aussi laisser la pulpe dedans. Parce que ce qui rebute Si tu as un bon blender, oui. s'il y a un bon blender, ouais. Ce que les personnes, ce qui les répugne un peu, c'est d'avoir toute la partie filtration en fait Mmh. du lait dans un Mmh. sac à filtrer, tout ça. Mais finalement, on peut laisser la pulpe se déposer au fond de la bouteille et puis à la fin, quand on aura bu son lait, il y aura la pulpe qui sera au fond, mais c'est pas grave quoi. Enfin, donc entre un lait d'amande activée qu'on a fait au blender, franchement en 2 minutes c'est fait. Et acheter donc vous avez des amandes activées, donc déjà prédigérées. Mmh. Vous avez gardé toutes les enzymes, tout le profil nutritionnel des amandes, toutes les Tu sais quelle eau tu as mis dedans aussi? oui, voilà, on sait Mmh. quelle eau on a mis dedans. Toutes les vitamines thermolabiles ont été conservées. Entre ça et un lait qui a été pasteurisé, donc qui a été chauffé du commerce, bon, Plein de sucre. avec du sucre, mais surtout, quand on regarde les étiquettes, qu'on voit le nombre de grammes, en Mmh. fait, on achète de l'eau, quoi, Mmh. quasiment, nombre de grammes d'amandes qu'il y a pour 1 litre. Enfin, c'est vraiment quelque chose, c'est hyper facile à faire à la maison, et puis on les fait à la demande, quoi. Enfin, donc ça, c'est les laits, oui. Les laits, ça se après, les laits, bon, on peut dire quoi? Enfin, à part le lait de souchet, c'est franchement, il se conserve pas très bien. Enfin, parce qu'il se déphase de façon extrême, mais les autres laits végétaux, Moi, je m'amuse avec le fait que ça fait ça, mais ça, c'est encore un autre débat. ouais, ouais, Mmh. mais les laits végétaux, voilà, ça se garde 3 jours. Enfin, Mmh. et puis si vous mettez sous vide, on peut aller jusqu'à une semaine, quoi, je pense. Donc ça, c'est dommage d'acheter des laits pasteurisés, ouais. Alors, le paragraphe d'après, c'est donc les équipements qui sont utiles pour la conservation. Donc, on a parlé donc évidemment du boccup, Oui, tout ce qui est contenant en verre. oui, tout à fait, oui. Voilà. Il y a des sacs en silicone réutilisables
qu'on trouve un peu partout maintenant. Ça, c'est super pratique. Les petits sacs tissus qu'on a, des sacs qui font 30 par 15 là, dans lesquels on peut mettre des restes ou des choses comme ça. Ça, c'est facile pour le frigo aussi. Voilà. Et pour, on peut avoir ce qu'on appelle un jardin dans sa cuisine. Hein. Oui, voilà. Vous pouvez faire vos graines germées avec les germins automatiques que nous on commercialise. Bon, on n'a pas parlé du matériel le lyophilisateur, parce que c'est un matériel que nous on a à la maison parce qu'on s'en sert pour faire plein d'essais voilà, mais c'est un dispositif qui fait à peu près la taille d'une machine à laver, qui coûte plusieurs milliers d'euros. Donc c'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde. On s'en sert à titre professionnel. Mais enfin voilà, c'est la méthode de conservation idéale parce que la lyophilisation. Oui, vous avez on va pas en parler, c'est pas le sujet là, mais en tout cas vous avez déshydraté sans oxygène. Donc ça c'est le top quoi. Parfait. Voilà, très bien. Non, mais je l'évoque quand même. Oui, non, mais c'est bien, c'est très, très, très bien. Surtout qu'en plus, nous, on a connu la lyophilisation pratico-pratique quand on est allé les premières années en Asie, c'était il y a 8 ans, où chez eux, c'est normal d'avoir des fruits, des légumes lyophilisés. Ouais. Et on commence à le voir arriver en France. Oui, ça commence à venir. Alors maintenant, attention, les erreurs à éviter lors de la conservation des aliments vivants. Ta-da-da-da. Alors là, j'en ai listé 3. D'accord. Donc, je te l'ai dit. Oui. Et tu vois si tu veux compléter ou si tu en rajoutes. Alors, la première erreur, c'est laisser les germes dans un environnement trop humide. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, en fait. Les graines germées, oui. Alors, les graines germées, le panier à salade, il est pratique parce que vous séparez les graines des téguments et d'autre part, après, on le fait tourner, quoi. Enfin, ça sert comme pour une salade. Donc là, vous allez enlever les excès d'humidité. Mais oui, les graines germées, ça se... Mais après, il faut pas que ce soit sec non plus parce que sec, elles sèchent et c'est pas bon, quoi. Mais... Quand, par exemple, parce que moi, avant de te connaître, les graines germées, je les conservais dans des bocaux en verre. On les bourre pas. Il faut qu'elles aient vraiment de l'espace. Il faut que ça respire, en fait. En fait, quand elles respirent, il y a des dégagements de CO2, etc. Comme une femme, quoi, tu vois. Mais les graines germées sont féminines. Voilà, mais surtout ne pas les bourrer. Il faut qu'il y ait de l'air qui passe entre. C'est très important, ça. Après, donc l'erreur, on l'a cité tout à l'heure. Donc concernant les noix et les graines, c'est de les garder trop longtemps sans les utiliser parce que ça rancit. Oui. Et de toute façon, même si on les garde très très longtemps, il y a des pertes de nutriments aussi. Ouais, il faut mieux les mettre sous vide. Voilà. Et après, donc la troisième erreur qu'on avait notée, c'était exposer les légumes verts à trop de lumière, ce qui réduit leur teneur en... Alors, les légumes verts, quand ils passent de vert à jaune, vous allez perdre de la chlorophylle, quoi. Voilà. Mais la phycocyanine, c'est pour les... Non, mais c'est marrant parce que souvent, quand on parle souvent des vitamines, des oligo-éléments et tout ça, mais très peu de la chlorophylle. Très important, ouais. Ça, c'est la vie, quoi, la chlorophylle. La chlorophylle, c'est la vie. Et souvent, il y a des personnes qui ont tendance à manger vivant, qui ont tendance à manger beaucoup de fruits, beaucoup de lactofermentation et qui nous disent, mais je comprends pas, j'ai énormément de ballonnement. Non, il faut du verre, hein. Et la chlorophylle, ça emprisonne les gaz, en fait, et ça permet justement, rien ne remplace le temps de mastication, mais c'est quand même quelque chose qui permet de bien réguler au niveau digestif quand les intestins sont un petit peu chlorophylle et fibres, c'est très important, Ouais, les chlorophylle et fibres, exactement. Donc, c'est bien, on a fait le tour. Est-ce que tu penses à des choses qu'on n'aurait pas évoquées? Non, moi, j'en vois pas. Non, en fait, si vous avez un doute, vous faites sur une méthode de conservation, vous faites un petit test scientifique chez vous. Vous mettez une partie avec une méthode de conservation X et puis une autre partie avec une méthode de conservation Y. Vous voyez ce qui marche le mieux, puis après vous adoptez celle qui fonctionne le mieux, en fait. Voilà, et vous adoptez la mode de conservation qui fonctionne aussi avec votre vie, en fait, avec votre quotidien. Si vous êtes plutôt nomade, si vous êtes plutôt sédentaire, si vous avez de la place, si vous en avez pas. Tout à fait, Si c'est quelque chose qui vous passionne ou si c'est juste comme ça de temps en temps. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça reste important parce que ça permet de se dégager de la charge mentale. Alors, on pense que l'alimentation vivante, c'est tout le temps faire ces trucs au dernier moment. Non, pas du tout. Nous, on est vraiment, tu l'as évoqué, sur le mode batch cooking où il y a une partie de ce qu'on mange qu'on prépare en masse une fois de temps en temps et qu'après on utilise sur plusieurs semaines. Et ça dégage de la charge mentale parce qu'on peut toujours avoir, il y a toujours quelque chose à disposition, même si on n'a pas des fruits et légumes frais. On peut toujours faire même des soupes crues, éventuellement, si on n'a pas de champignons frais. On peut faire une soupe crue que avec des champignons séchés. On n'a pas parlé des champignons d'ailleurs. Et donc en fait, ça demande une réorganisation un petit peu mentale de comment on cuisine, comment on s'organise. Et en fait, c'est important d'avoir des bons modes de conservation, sinon
on va un peu, un peu déçu ou un peu démotivé si on voit que ce qu'on a conservé se garde pas, quoi. Après, il y a quelque chose que je voudrais, parce que à chaque fois là, quand on fait les épisodes, je me dis, mais quand est-ce que je vais le placer? Et je pense que là, c'est le bon moment. C'est qu'en fait, nous, de l'extérieur, pour les gens qui nous connaissent pas, qui n'ont pas partagé un quotidien avec nous, des repas, c'est qu'en fait, on donne l'impression, surtout en sortant des livres de cuisine, comme ceux sur les algues ou Mes semaines toutes crues, ou enfin voilà, toutes les recettes auxquelles on a contribué. En fait, on a l'impression que nous, on cuisine beaucoup. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que les 3/4 du temps, nous, on mange assez brut. On a ces produits qu'on a préparés à l'avance, donc sous forme de batch cooking, c'est-à-dire qu'on en fait des grosses quantités. Donc, je pense aux lactofermentation, Tartare d'algues. je pense aux tartares d'algues, je pense aux crackers, par exemple, ou même des fois, on se fait des glaçons de gingembre, des glaçons de citron. Ça, c'est pareil, on fait 1 heure ça, et puis on en a voilà, pour on en mois, a pour très longtemps. Donc, il y a ça, il y a... Mais en fait, au quotidien, nous, on met les aliments bruts avec ces aliments transformés par nous-mêmes et c'est tout, basta en fait. On se fait pas à chaque fois des pizzas crues, à chaque fois des cheesecakes, à chaque fois. Enfin, on mange de façon quand même assez pas frugale parce qu'on mange en abondance, mais de façon assez simple en fait. Et je pense que les gens je pense qu'au début, tu fais une passerelle entre alimentation traditionnelle, donc tu as besoin de cuisiner, donc tu commences à cuisiner, mais après au fur et à mesure ça devient plus festif et de célébration, la cuisine. Et après, par contre, tu arrives vraiment sur des choses qui sont plutôt brutes. Voilà, on charge le plateau, on le met sur la table, chacun se fait son assiette. Et c'est plus simple. D'où l'intérêt aussi d'avoir des aliments bruts qui sont super bien conservés. Oui, de bien conserver, de bonne qualité. Et c'est vrai qu'au début, peut-être, c'est important, je pense, de maîtriser un certain nombre de recettes parce que on a besoin aussi de variété quand même. Mais ces recettes, on les utilise pas au quotidien, quoi. Au quotidien, voilà, on a vraiment. Alors, une question me dit dans l'oreillette. Dans l'oreillette, ouais. Que je n'ai pas. À ton avis, quels sont les aliments vivants qui sont les plus difficiles à conserver et pourquoi? Moi, c'est tout ce qui est, c'est toutes les préparations avec des oléagineux, quoi. Je vois quand on fait un pâté de tournesol, il faut vraiment le mettre sous vide parce qu'il rancit. Enfin, dans le tournesol, il y a. Oui, mais on peut le manger fermenté. Moi, j'aurais. Oui, après, on peut le laisser fermenter, oui, bien sûr. Mais en tout cas, visuellement, tu t'as mettre ça chez des gens qui les noirs comme ça, là, ça passe pas, parce que ça s'oxyde assez rapidement. Moi, c'est dès qu'on transforme, c'est un peu, voilà, il faut quand même manger assez rapidement, quoi. Moi, je dirais que c'est les laits végétaux. Je trouve que ça, ouais. Mais c'est celui qui est le plus difficile à conserver, en fait, qui peut tourner le plus vite, tu vois, parce que puis faut pas le faire en trop grande quantité, mais moi je dirais que c'est celui-là d'après moi. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ta défense? Non, non, écoute, je pense qu'on a balayé un petit peu. On a fait, ouais, on a bien fait le tour. Puis bon, de toute façon, voilà, vous savez que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous de la vidéo et que soit ça donnera une autre thématique de podcast, soit on y répondra en commentaire. Et avant de vous dire au revoir pour la prochaine fois, tu connais la thématique du prochain épisode ou tu veux que je te la dise? Tu t'en rappelles? C'est les erreurs. Parce que forcément, vu qu'on arrive un petit peu au milieu de ce podcast-là... Donc, on espère qu'il y a eu un petit peu de pratique. Donc, c'est les erreurs courantes des débutants en alimentation vivante. Ouais, voilà. Donc, c'est intéressant parce que c'est super intéressant. C'est ça qui fait qu'on se décourage. Exactement. C'est ça qui fait qu'on a. Donc, à très vite. À bientôt.